Bonjour Mélissa D'Acosta et puis bienvenue sur Musicbox TV avec ce roman Les femmes du bout du monde aux éditions Albin Michel. Alors j'aurais dû commencer par vous dire Kia ora, Mélissa D'Acosta. Yaora. C'est ainsi qu'on se salue en Nouvelle-Zélande en langue maori. Alors justement, ce roman, vous avez choisi ce décor de la Nouvelle-Zélande, des Catlins, pour raconter l'histoire de ces trois femmes. Pourquoi justement avoir planté le décor à cet endroit du fin fond du bout du monde? Tout part d'une année de voyage en Nouvelle-Zélande que j'ai effectué en 2018, juste avant que ne sorte Tout le bleu du ciel. Donc, une année en van à parcourir le pays. On a découvert des endroits incroyables, hein, des fjords, des glaciers, des lacs, enfin plein de choses époustouflantes. Et puis, au milieu de tous ces endroits, il y avait cette baie de Curio et la région des Catlins, où honnêtement, il n'y a rien d'époustouflant. C'est des paysages qu'on retrouve en France. Ça évoque pas mal la Bretagne. Mais l'atmosphère était absolument incroyable. En fait, là-bas, on se sentait vraiment isolé, euh, livré aux éléments et réellement au bout du monde. C'était le bout du monde dans le bout du monde. Vraiment, c'était un endroit à part et avec une mentalité à part, c'est-à-dire que c'est une région où on retrouve beaucoup d'espèces en voie de disparition, d'espèces animales en voie de disparition, et on fait tout pour les préserver, et c'est à l'homme de se faire minuscule. Et ça donne vraiment tout son charme à cette région. Et donc, bon, j'avais trouvé ce coin absolument formidable, mais j'avais pas d'histoire qui me venait. De toute façon, je suis rentrée en France, 3 ans ont passé. Je savais que si un jour j'avais envie d'écrire sur une nature sauvage, sur une contrée lointaine, ce serait sur ce petit bout de camping. On n'imagine pas grand-chose s'y passer. Et donc, il fallait trouver une histoire. En parallèle, j'avais l'envie d'écrire l'histoire de Flore, l'histoire d'une jeune femme qui s'est abîmée au contact des hommes, qui s'est salie volontairement, qui s'est perdue dans une course effrénée à la maternité qui n'était pas du tout en lien avec ses accords, et qui avait tant de colère et de haine en elle qu'elle devait s'exiler très très loin et se retrouver seule au monde. Et à un moment donné, j'ai fait le lien. Je me suis dit, mais si j'écrivais cette histoire d'exil et que je le plantais dans ce lieu. Et aussitôt que j'ai fait le lien, j'ai commencé à voir se dessiner les personnages qui n'avaient pas de prénom hein, au moment où je les imaginais, mais d'une mère et de sa fille qui travaillaient dur, en autarcie, toute seule sur ce bout de terre, et qui accueilleraient alors avec rudesse cette jeune Française. Alors Flore est donc une jeune Française, hein, elle a tout quitté, elle a tout plaqué, elle est partie avec son sac à dos, un sac à dos bien chargé, je dirais, surtout de ses soucis et puis d'un passé un peu compliqué. Et elle est partie, elle dit, là où personne, où elle n'emmerdera personne, et pas où personne ne va l'emmerder. Cette différence est importante. Et là, elle rencontre deux femmes, Autumn et Millie, la mère et la fille. Elle gère un camping parce qu'il y a des touristes à ce point du bout du monde. Alors, des touristes qui ne sont pas toujours très, très agréables. Ce sont des touristes, hein, c'est comme ça. Et Voilà. voilà, on a tout dit. Et puis, bien évidemment, la vie animale, les otaries qu'on croise en sortant de la maison, les dauphins avec lesquels on va nager, et puis cette nature à la fois bienveillante, accueillante, et puis assez saine globalement. Alors, elle se sent bien, Flore, dans cet endroit, alors qu'elle vient de la ville. Et elle reprend son souffle. Alors Flore, elle était dans un tel mal-être, bon, on le découvre petit à petit hein, au fil du roman, elle était dans un tel mal-être, une telle détestation d'elle-même, et qu'elle vivait en plein Paris, elle s'était mise à vivre dans l'effervescence, le monde de la nuit, donc beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, pour s'oublier en fait. Vraiment, elle était dans une volonté de s'oublier. Et d'ailleurs, en arrivant dans ce camping, les premiers temps, euh, elle dit qu'elle a plus d'échappatoire cette fois. Elle a plus de fête à faire, elle a plus de bruit pour noyer le poisson et elle est obligée de faire face. Elle a plus rien pour fuir. Et dans un premier temps, ça la bouscule un petit peu. Et puis finalement, c'est ce qui va la sauver, ce qui va lui permettre de prendre une grande respiration, reprendre son souffle et retrouver, comme elle le dit, plein de petits morceaux d'elle-même qu'elle avait éparpillés à force de mauvaises rencontres, à force de, voilà, de s'oublier, de s'anéantir auprès d'hommes et puis dans des comportements très autodestructeurs.
Melissa d'Acosta, petit à petit, il y a une forme d'affection qui va se nouer entre les trois femmes et sur une sorte de sororité même entre Millie et Flore. Alors, Millie et Flore, c'est un petit peu... Alors, de façon générale, Flore d'un côté et puis Millie et sa mère de l'autre, c'était le choc des cultures. Mais c'est comme ça que je voulais le raconter. On avait d'un côté donc cette mère et cette fille qui sont des travailleuses incroyables, qui savent tout faire, tout réparer, qui savent nager dans l'océan en pleine tempête, se comporter avec des animaux sauvages, et qui pourtant sont absolument incapables d'être en lien avec les autres, qui sont pleines de silence, qui savent pas très bien communiquer. Dès qu'elles sont dans une situation sociale, par exemple le mariage de Kay, Millie est absolument incapable de savoir comment se comporter, elle veut fuir très très vite. Autumn est au niveau encore au-dessus de sa fille, c'est-à-dire que c'est à peine si elle ose adresser la parole à son voisin, elle se sent obligée de lui ramener un outil ou de lui emprunter un outil pour justifier un dialogue. Et de l'autre côté, on a Flore en miroir qui est absolument à l'inverse, qui est très à l'aise dans tout ce qui est les rapports humains. Enfin, en tout cas, elle n'a pas peur, elle n'a pas peur des hommes, elle y va, elle attaque, elle est agressive quand il le faut. Elle s'est beaucoup frottée aux autres dans le monde de la nuit et dans sa vie parisienne. Et à l'inverse, elle débarque dans cette nature et elle est absolument incapable de s'en sortir. Elle a peur des animaux, elle a peur de la vitesse, elle a peur du courant et de l'océan. Et donc, c'est vraiment le choc des cultures. Et puis, petit à petit, elles vont venir se compléter et s'ouvrir à d'autres choses. Millie et Autumn vont ouvrir Flore à la nature, à la lenteur, au silence, à toutes les légendes maoris en lui donnant un petit accès à quelque chose de sacré, hein, ouais, voilà, en l'ouvrant au sacré. Et à l'inverse, Flore va ouvrir ses deux femmes sur le reste du monde et surtout Millie. Elle va venir révéler ce que Millie avait enfoui tout au fond d'elle, c'est-à-dire des rêves, des envies d'ailleurs qu'elle avait étouffées parce que c'est une gentille fille très docile qui se sent le devoir de veiller sur sa mère, de ne pas quitter sa mère, de ne pas quitter ce bout de terre qu'elle a toujours connu. Et Flore va venir la révéler et déterrer toutes ces envies qui sont là, qui sont en train de végéter, mais qui n'arrivent pas à éclore. Donc les unes les autres, en fait, elles vont s'ouvrir à d'autres choses. Autumn est une femme qui présente une certaine rudesse d'apparence comme ça, mais en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure du roman que c'est quelqu'un de très sensible et en fait, c'est quelqu'un qui retient ses sentiments. Autumn est veuve, son mari est décédé, c'était un scientifique. Il a beaucoup transmis sa passion à Millie, qui aime à son tour elle aussi raconter la vie, raconter la nature, les animaux, raconter également aussi les légendes maoris. Oui, Millie, je pense que Millie, c'est encore une jeune fille au début du roman. Pour moi, à la fin du roman, elle est devenue une femme, une jeune femme. Elle s'est révélée, elle s'est affranchie, elle s'est épanouie. Mais au début, je la vois comme une jeune fille qui manque cruellement de confiance en elle. Elle a fait des études, elle s'est frottée au monde de la ville. Alors, elle a ressenti beaucoup de culpabilité par rapport à sa mère qu'elle laissait derrière et qui vivait très très mal la solitude. Et puis surtout, à un moment, Milly raconte qu'un jour, dans un bar, elle s'est fait importuner par deux hommes et elle est partie en courant, elle n'a pas su se défendre et elle s'est convaincue que sa vie n'était pas là, qu'elle n'était pas faite pour la ville et qu'elle était faite uniquement pour la baie. Et donc, on sent que Milly, elle a très très peu confiance en elle. De même, quand elle parle de sa relation avec Kay, elle dit, c'est Kay qui occupait tout l'espace avec ses paroles, c'est Kay qui avait toujours quelque chose à me raconter, à m'enseigner, c'est lui qui faisait briller mes yeux. Et en fait, au contact de Flore, elle se retrouve exactement à la place de Kay, dans la position inverse. Et elle se rend compte qu'elle aussi, elle peut émerveiller, qu'elle aussi, elle peut ouvrir d'autres personnes au monde et raconter et être aussi importante qu'un homme, ou en tout cas que Kay. Et en effet, ça joue un grand rôle dans son processus d'émancipation. Alors, il y a deux hommes qui sont importants dans ce roman, c'est Kay et Anaru. Les hommes sont d'ailleurs peu présents physiquement, mais ils sont quand même très présents dans les esprits. Entre Kay et Millie, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi presque une histoire secrète, un secret de famille quelque part. Oui, et puis en plus, c'est une histoire d'amour d'enfant, en fait.
C'est une histoire. Alors, Kay et Millie, donc Kay est le fils du voisin. Millie et lui ont grandi tous les deux dans cette baie, dans cette nature sauvage. Ils ont tout appris ensemble. Et avant que naisse cette histoire d'amour, ils étaient un peu comme deux frères. Et d'ailleurs, Millie le dit encore, Kay est un petit peu comme un frère et je l'aimerais toujours d'une certaine façon. Et donc, c'est une histoire d'amour, mais pleine de tendresse et presque fraternelle, un petit peu, qui se crée entre les deux. Autumn est au courant, mais Autumn est tellement incapable de communiquer avec sa fille, elle s'est tellement refermée avec une carapace autour d'elle à la mort de son mari qu'elle n'a même jamais dit à Millie qu'elle était au courant. Elle les voyait se rejoindre en cachette. Alors, il y a aussi deux cultures qui non pas s'affrontent, mais qui se confrontent. Il y a celle des Maoris et puis la culture des colons, d'où sont issus Automne, Millie et Flore, bien évidemment. Les colons, d'ailleurs, je ne sais plus comment on les appelle. Les kiwis, enfin, en Oui, tout cas, voilà, c'est le terme qu'on donne aux colons européens, les kiwis. ouais, c'est ça, les kiwis. Le fait que ça se passe sur ce terrain de camping, dans cette baie, au bout du monde, sans civilisation autour, presque, j'aurais tendance à dire qu'en effet, ça modifie tous les rapports humains qui pourraient. C'est vrai que c'est des histoires ordinaires, mais par exemple, l'histoire de Millie et de Kay, elle est empreinte d'une innocence et d'une pureté incroyable parce qu'ils n'ont pas. En fait, ils ont personne d'autre autour, donc ils sont presque le premier homme et la première femme l'un pour l'autre. Euh, il y a pas de distraction, il n'y a pas de tentation. Et donc, Millie, elle a grandi. Elle a toujours grandi là, elle est un petit peu inapte au rapport humain, elle est dans une forme d'innocence, de spontanéité, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, elle n'est pas, ouais, elle est pas formée à se frotter aux autres humains, et donc ça confère à cette relation avec Kay, à cette relation avec Anaru, ouais, une espèce de pureté. Ils sont les seuls êtres au bout du monde, et il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de manipulation, on est dans l'entraide, dans la solidarité, parce qu'on lutte ensemble contre les éléments, et ça crée un lien très particulier. Et de la même façon, on évoque pas mal la scission entre les deux communautés kiwi et maori en Nouvelle-Zélande, mais on a l'impression que sur ce petit bout de terre qui est vierge, ça aurait presque tendance à se gommer et à s'effacer. Là où dans le reste du pays, c'est moins évident, les Maoris se sont construits des quartiers ou des villages entiers où ils sont entre eux et, euh, et restent bien à part des kiwis. Et là, sur ce bout de terre, alors autant Anaru et Automne qui sont plus âgés ont encore un petit peu cette gêne entre eux, mais leurs enfants qui ont grandi ensemble dans la baie, au contact l'un de l'autre, ils ne le ressentent absolument pas. C'est seulement en arrivant à l'âge adulte que peut-être il y a cette différence de tradition et de coutume qui se remarque. Mais oui, le fait que ce soit dans une nature sauvage à ce point, ça gommerait presque les différences hommes-femmes, les différences de culture. Alors, Mélissa d'Acosta, votre roman est un roman en couleur. Je dis en couleur parce que il y a le bleu, bien sûr, parce que le bleu, je crois qu'il vous colle à la peau hein, depuis votre premier pardon, roman qui s'appelle Tout le bleu du ciel, hein, je le rappelle. Et puis, il y a les couleurs des paysages dans les descriptions, le violet des lupins, il y a également les couleurs de la nature, les couleurs de la baie, de la plage, tout cela. Et on se fabrique à la lecture et aux descriptions fidèles que vous faites des images. D'ailleurs, j'ai eu la tentation d'aller voir sur Internet de vraies images, et puis je me suis dit, je vais garder celles que je me suis faites à la lecture du roman. Comment faites-vous pour écrire comme cela en couleur, je dirais, à la manière d'un peintre? Bonne question parce que j'analyse pas spécialement mon processus d'écriture. J'écris depuis toute petite d'une certaine façon, mais sans avoir jamais imaginé que j'écrivais d'une façon différente d'autres auteurs. Ce que je sais, en revanche, je ne sais pas si c'est le cas de tous les auteurs, mais quand je suis face à mon clavier, il y a un bout de moi qui voit l'écran et les mots qui se forment, et il y a un bout de moi qui est absolument dans la scène. C'est-à-dire que je vois tout, je vois les couleurs, je vois les odeurs, je sais s'il y a du vent, si l'air est frais ou au contraire doux. Je sens la texture du sable sous mes orteils. Enfin, j'ai tout. Ouais, j'ai tout. Tout est important. J'ai vraiment mes cinq sens qui sont dans la scène et je la vois avant de l'écrire. Enfin, je la vis avant de l'écrire. Donc, j'écris pas de façon brute. C'est très très dur à expliquer, mais j'ai tous les éléments dans ma tête et je m'applique à décrire ce que je vois. Mais dans ma tête, il y a déjà les couleurs, il y a déjà les parfums, il y a déjà tout.
Mélissa d'Acosta, donc Les femmes du bout du monde, c'est aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui fait rêver, qui fait oublier, un livre qui fait réfléchir aussi également, avec ces trois femmes qui se sont retrouvées, je dirais, peut-être même voire retrouvées là-bas, au bout du monde. On va voir d'ailleurs qu'à la fin du roman, eh bien, elles vont trouver un autre destin, un nouveau destin pour chacune. Peut-être que ce destin aussi les réunira à nouveau. On ne sait pas trop, ça laisse un petit suspense. Merci de nous avoir fait découvrir ces trois femmes qui sont pleines à la fois d'amour et puis ce livre, ces paysages plein de couleurs, plein de liberté. Tout est là. Et ces trois belles personnes que sont Flore, Autumn et Milly. Merci Mélissa d'Acosta et à très vite. Merci à vous.